Bonjour ou bonsoir à tous. J'ai décidé de continuer à vous lire le théosophisme, histoire d'une pseudo-religion. Donc pour contrebalancer les lectures que j'avais faites de Blavatsky et d'autres membres de la théosophie, et pour avoir un point de vue équilibré, neutre, Guillaume Atwell, dans un des lives, là, m'avait dit « Je te conseille de lire ou relire Guénon, donc histoire d'une pseudo-religion. » Et à la limite, peu importe mon opinion sur tout cela, ce qui est important, c'est d'avoir un son de cloche et un autre à propos de la théosophie. Donc on va continuer avec le chapitre 3, la société théosophique et le rosicrucianisme. En 1876, Olcott écrit à Stanton Moses qu'il est régulièrement inscrit comme novice dans la fraternité, qu'il a été longtemps en relation personnelle par correspondance avec les chefs de celle-ci, et qu'ils lui ont écrit certaines choses que Madame Blavatsky ne soupçonne même pas qu'il sait. De quelle fraternité s'agit-il? Ce n'est sûrement pas la HBFL, et ce ne doit pas être non plus l'Arya Samaj, avec lequel, d'ailleurs, l'alliance définitive ne devrait être conclue que l'année suivante. Quant à la fameuse Grande Loge Blanche ou Fraternité du Tibet, il n'en était pas encore question, mais les termes employés étaient assez vagues pour autoriser toutes les confusions ultérieures, volontaires ou involontaires. Dans une autre lettre adressée un peu plus tard au même correspondant, et de laquelle il semble résulter que celui-ci avait accepté d'entrer dans la société à laquelle Olcott appartenait, on lit ceci. « Je désire que vous demandiez à Imperator, en lui présentant mes compliments, s'il ne pourrait pas faire quelque chose, à la manière psychologique, pour empêcher Madame Blavatsky d'aller dans l'Inde. Je suis très inquiet sur ce point, je ne puis rien faire moi-même. Les calomnies qui ont circulé en Europe et ici l'ont abattu si profondément que j'ai peur que nous ne la perdions. Ceci peut être une petite chose pour les spiritualistes, mais c'en est une grande pour nous trois. Demandez à Imperator ce que je suggère. Il semble être un esprit sage, et peut-être en est-il impuissant. Demandez-lui s'il peut et s'il veut nous aider. Il y a ici une Madame Thompson, une veuve riche de 7 millions de dollars, qui cultive le terrain sur lequel marche Madame Blavatsky. Cette dame lui offre argent et tout ce qui s'ensuit pour aller dans l'Inde et lui fournir ainsi une occasion d'étudier et de voir par elle-même. N'oubliez pas, Imperator. Madame Blavatsky n'était donc jamais allée dans l'Inde avant son séjour en Amérique, mais nous en avons cette fois l'assurance formelle. Mais elle désirait y aller parce qu'elle éprouvait le besoin d'étudier et de voir par elle-même, ce qui prouve qu'elle n'était pas très initiée, entre guillemets, et qu'elle n'était pas encore arrivée à posséder un ensemble de convictions bien fixes et bien établies. Seulement, il y avait alors une influence dont Olcott et Stanton Moses se faisaient les agents et qui était opposée à ce départ de Madame Blavatsky pour l'Inde. Ce n'était donc pas l'influence de l'Arya Samaj ni d'aucune autre organisation orientale. Maintenant, pourquoi Olcott dit-il « pour nous trois » Lui et son correspondant, cela ne fait que deux. Le troisième semble bien n'être autre que cet impérator dont il réclame l'appui avec tant d'insistance. Mais qui était cet être mystérieux? C'était, paraît-il, un esprit qui se manifestait dans le cercle dirigé par Stanton Moses et son ami le Dr Spear. Mais ce qui est étrange, et ce qui peut donner la clé de bien des choses, c'est que cet esprit se soit attribué le nom, ou plutôt le titre d'Imperator, qui est celui d'un chef d'une société secrète anglaise, l'Order of the Golden Dawn in the Outer, littéralement Ordre de l'Aube d'Or à l'extérieur. L'ordre que nous venons de nommer se présente comme une société d'occultistes étudiant la plus haute magie pratique, et qui marche en quelque sorte parallèlement au vrai rosicrucianisme. Les femmes y sont admises au même titre que les hommes, et la qualité de membre demeure cachée. Il y a trois officiers principaux, l'imperator, le prémonstrator et le cancellarius. Ce même ordre est étroitement rattaché à la Societas Rosicruciana in Anglia, fondée en 1867 par Robert Wentworth Little. Celle-ci comprend 9 grades, répartis en 3 ordres. Ces chefs, qui sont au nombre de 3 comme ceux de la Golden Dawn, portent le titre de mage. La Societas Rosicruciana n'admet que des maçons possédant le grade de maître parmi ses membres, dont le nombre est limité à 144, non compris les membres honoraires. Elle possède 4 collèges qui sont établis à Londres, York, Bristol et Manchester. Une organisation similaire existe en Écosse depuis 1877 et une autre branche fut constituée en Amérique en 1880. Ce sont 2 filiales de la société anglaise dont elles sont cependant administrativement indépendantes.
Dans une lettre adressée au directeur de la revue théosophique Lucifer en juillet 1889 par le comte MacGregor Mathers, qui était alors secrétaire du collège métropolitain de la Societas Rosicruciana et membre du Haut Conseil d'Angleterre, il est dit entre autres choses « Cette société étudie la tradition occidentale. Des connaissances de pratique sont le privilège des plus hauts initiés qui les tiennent secrètes. Tous les frères tiennent secret leur grade. La société théosophique est en relation d'amitié avec eux. Les étudiants hermétiques de la GD, Golden Dawn, Rosicrucienne, en sont pour ainsi dire les représentants à l'extérieur. La publication de cette sorte de manifeste avait pour but principal de désavouer un certain ordre de la rosée et de la lumière, Ordororis et Lucis, autre société anglaise soi-disant rosicrucienne, dont il avait été question précédemment dans la même revue. Cette dernière société se trouvait en concurrence directe avec la Golden Dawn et la Societas Rosicruciana, et ses membres, qui étaient spirites pour la plupart, étaient accusés de faire de la magie noire, suivant une habitude qui est d'ailleurs fort répandue dans les milieux théosophistes, ainsi que nous aurons l'occasion de le voir plus tard. La lettre du comte MacGregor porte les devises suivantes: Sapiens dominabitur astris, Deo duce comite ferro, non omnis moriar, vincit omnia veritas, de la Société théosophique et de la Societas Rosicruciana. Elle se termine par ces mots qui lui confèrent un caractère officiel, publié par ordre du supérieur Sapere Aude, Cancellarius in Londinense. Et que suit ce post-scriptum assez énigmatique, 7 adeptes qui possèdent l'élixir de longue vie vivent actuellement et se réunissent chaque année dans une ville différente. L'impérateur de la Golden Dawn était-il un de ces 7 adeptes mystérieux? C'est bien possible, et il y a même pour nous d'autres indices qui semblent le confirmer. Mais sans doute le supérieur Sapere Aude n'avait-il pas autorisé de révélations plus explicites à cet égard. L'auteur de la lettre que nous venons de citer, qui est mort il y a quelques années, était le frère aîné d'un autre M. MacGregor, représentant en France de l'Order of the Golden Dawn in the Outer, et également membre de la Société théosophique. On fit quelques bruits à Paris en 1899 et en 1903, autour des tentatives de restauration du culte d'Isis par M. et Mme MacGregor, sous le patronage de l'écrivain occultiste Jules Bois. Tentatives assez fantaisistes d'ailleurs, mais qui eurent en leur temps un certain succès de curiosité. Ajoutons que Mme MacGregor, la grande prêtresse Anari, est la sœur de M. Bergson. Nous signalons d'ailleurs ce fait qu'à titre de renseignement accessoire, sans vouloir en déduire aucune conséquence, bien que, d'un autre côté, il y ait incontestablement plus d'un point de ressemblance entre les tendances du théosophisme et celles de la philosophie bergsonienne. Certains ont été plus loin. C'est ainsi que dans un article se rattachant à une controverse sur le bergsonisme, M. Georges Pécoul écrit que les théories de la société théosophique sont si étrangement semblables à celles de M. Bergson qu'on peut se demander si elles ne dérivent pas toutes deux d'une source commune, et si messieurs Bergson, Olcott, Leadbeater, Madame Blavatsky et Annie Besant n'ont pas tous été à l'école du même Mahatma, Kout-Oumi ou quelque autre. Et il ajoute: je signale le problème aux chercheurs, sa solution pourrait peut-être apporter un supplément de lumière sur l'origine bien mystérieuse de certains mouvements de la pensée moderne et sur la nature des influences que subissent souvent inconsciemment l'ensemble de ceux qui sont eux-mêmes des agents d'influence intellectuelle et spirituelle. Sur ces influences, nous sommes assez de l'avis de M. Pécoul et nous pensons même que leur rôle est aussi considérable que généralement insoupçonné. Du reste, les affinités du bergsonisme avec les mouvements néo-spiritualistes ne nous ont jamais paru douteuses, et nous ne serions même nullement étonnés de voir M. Bergson, suivant l'exemple de William James, aboutir finalement au spiritisme. Nous avons un indice particulièrement frappant sous ce rapport dans une phrase de l'Énergie spirituelle, le dernier livre de M. Bergson, où celui-ci, tout en reconnaissant que l'immortalité elle-même ne peut être prouvée expérimentalement, déclare que ce serait déjà quelque chose, ce serait même beaucoup que de pouvoir établir sur le terrain de l'expérience la probabilité de la survivance pour un temps X. N'est-ce pas là exactement ce que prétendent faire les spirites? Nous avons même entendu dire il y a quelques années que M. Bergson s'intéressait d'une façon active à des expérimentations de ce genre, en compagnie de plusieurs savants réputés, parmi lesquels on nous a cité le professeur d'Arsonval et Madame Curie. Nous voulons croire que son intention était d'étudier ces choses aussi scientifiquement que possible, mais combien d'autres hommes de science, tels que William Crookes et Lombroso, après avoir commencé ainsi, ont été convertis à la doctrine spirit?
On ne dira jamais assez combien ces choses sont dangereuses. Ce n'est certes pas la science ni la philosophie qui peuvent fournir une garantie suffisante pour permettre d'y toucher impunément. Pour revenir au rosicrucianisme, que nous avons vu apparaître ici pour la première fois, et qui a donné lieu à cette digression, nous signalerons qu'Olcott a raconté à plusieurs reprises, dans le Theosophist et dans ses livres, que Madame Blavatsky portait toujours sur elle un bijou de rose-croix, qu'elle avait reçu d'un adepte. Pourtant, quand il était sous l'influence de la HBFL, Olcott n'avait que du mépris pour les rosicruciens modernes. La fraternité, des Rose-Croix, écrivait-il à Stanton Moses en 1875, en tant que branche active de l'ordre véritable, est morte avec Cagliostro, comme la franc-maçonnerie opérative est morte avec Wren. Ce qui en reste n'est que l'écorce. Ici, les mots branche active de l'ordre véritable font allusion à un passage des enseignements de la HBFL, donc je rappelle un Hermetic Brotherhood of Luxor, dans lequel il est dit que les termes de Rose-Croix ne désignent pas l'ordre tout entier, mais seulement ceux qui ont reçu les premiers enseignements dans son prodigieux système. Ce n'est qu'un nom de passe par lequel les frères amusent et en même temps mystifient le monde. Nous n'entendons pas entrer ici dans les controverses relatives à l'origine et à l'histoire des Rose-Croix vrais et faux. Il y a là de véritables énigmes qui n'ont jamais été résolues d'une façon satisfaisante et sur lesquelles les écrivains qui se disent plus ou moins rosicruciens ne semblent pas en savoir beaucoup plus long que les autres. En écrivant ces derniers mots, nous pensons notamment au docteur Franz Hartmann, qui joua un rôle important dans la société théosophique lorsque son siège eut été transporté dans l'Inde, et avec qui d'ailleurs Madame Blavatsky ne semble pas avoir été toujours dans les meilleurs termes, comme nous le verrons à propos de l'affaire de la Société des recherches psychiques. Alors petite parenthèse, il me semble que ce Franz Hartmann a été parmi les fondateurs de l'Ordo Templi Orientis dans les années 1880. Donc ce personnage, né en 1838 à Donauwörth en Bavière, se prétendait rosicrucien, mais d'une autre branche que les sociétés anglaises dont il était question précédemment. À l'en croire, il avait découvert une fraternité de vrais Rose-Croix à Kempten, localité célèbre par ses maisons hantées, et où il mourut en 1912. À la vérité, nous pensons que ce n'est là qu'une légende qu'il cherchait à accréditer pour donner l'apparence d'une base sérieuse à un certain ordre de la Rose-Croix ésotérique, dont il fut l'un des promoteurs. Ce docteur Hartmann a publié d'assez nombreux ouvrages, qui furent appréciés d'une façon peu bienveillante par les chefs de la Societas Rosicruciana in Anglia, pourtant théosophiste comme l'auteur. On fut particulièrement sévère pour le livre intitulé « Dans le pronaos du temple de sagesse » concernant l'histoire des vrais et des faux rosicruciens, avec une introduction au mystère de la philosophie hermétique, et dédiée à la duchesse de Pomard. En 1887, le docteur Hartmann fit paraître à Boston, centre de la branche américaine de l'Order of the Golden Dawn in the Outer, une sorte de roman ayant pour titre « Une aventure chez les Rosicruciens », qui contient la description d'un monastère théosophique imaginaire, supposé situé dans les Alpes, et l'auteur raconte que ce monastère relève de l'ordre des frères de la Croix d'Or et de la Rose-Croix, et que son chef porte le titre d'Imperator. Cela fait penser à l'ancienne Rose-Croix d'Or d'Allemagne, fondée en 1714 par le prêtre saxon Samuel Richter, plus connu sous le pseudonyme de Sincerus Renatus, et dont le chef portait en effet, comme plus tard celui de la Golden Dawn, ce titre d'Imperator, hérité des organisations rosicruciennes antérieures, et qui remonterait même jusqu'à l'origine du monde, s'il fallait en croire certains récits légendaires, car on trouve dans le Clipeus Veritatis, qui date de 1618, une liste chronologique des Imperatores depuis Adam. Ces exagérations et ces généalogies fabuleuses sont d'ailleurs communes à la plupart des sociétés secrètes, y compris la maçonnerie où nous voyons aussi le rite de Mizraïm faire remonter ses origines jusqu'à Adam. Ce qui est plus digne d'intérêt, c'est qu'un écrivain occultiste, parlant de l'organisation rosicrucienne de 1714, déclare ceci. Une tradition dit que cet impérator existe toujours, son action serait devenue politique. S'agit-il encore ici du chef de la Golden Dawn ? En effet, la Rose-Croix d'Or, à laquelle certains ont cru reconnaître déjà un caractère politique, n'existe plus depuis longtemps. Elle fut remplacée en 1780 par les frères initiés de l'Asie, dont le centre fut établi à Vienne et dont les supérieurs s'intitulaient, par allusion au début de l'Apocalypse, Pères et frères des 7 églises inconnues de l'Asie. On ne peut s'empêcher de se demander si les 7 adeptes du comte MacGregor n'auraient pas été leurs continuateurs. Quoi qu'il en soit, ce qu'il y a de certain, c'est que bien des associations qui prétendent se rattacher au rosicrucianisme font encore prêter à leurs adhérents un sentiment de fidélité à l'impérator.
Le récit romanesque du Dr Hartmann eut une conséquence qui montra que le but de l'auteur n'avait pas été purement désintéressé. En septembre 1889, une société par action fut constituée en Suisse sous le nom de Fraternitas pour réaliser et exploiter l'établissement théosophico-monastique qu'il avait imaginé. Le Dr Hartmann eut pour associé dans cette affaire le Dr Thurman, le Dr Apioda et la comtesse Wartmeister. Cette dernière, dont nous avons déjà eu l'occasion de citer le nom, était une Suédoise, intime amie de Madame Blavatsky. Quant à l'ordre de la Rose-Croix ésotérique, l'autre création du Dr Hartmann, il paraît avoir été en relation suivie avec l'ordre rénové des Illuminati Germaniae. Voilà, c'est là où je voulais en venir, avec l'ordre Templi Orientis. Donc, l'ordre rénové des Illuminati Germaniae, fondé ou réorganisé par Léopold Engel de Dresde, et qui a joué un rôle politique extrêmement suspect. Ce dernier ordre se recommande, comme l'indique son nom, de l'illuminisme de Weishaupt, auquel ne le rattache cependant aucune filiation directe. Il y eut aussi des rapports certains entre cette Rose-Croix ésotérique et un certain ordre des Templiers orientaux, Ordo Templi Orientis, fondé en 1895 par le docteur Karl Kellner, et propagé surtout après la mort de celui-ci survenue en 1905 par Theodor Reuss, un théosophiste que nous retrouverons plus tard. Il semble même que la Rose-Croix ésotérique devint finalement le cercle intérieur des Templiers orientaux. Ces diverses associations ne doivent pas être confondues avec une autre organisation rosicrucienne austro-allemande, de création plus récente, dont le chef est le docteur Rudolf Steiner. Nous aurons à en reparler dans la suite. D'ailleurs, à vrai dire, le rosicrucianisme n'a plus à notre époque une signification bien définie. Une foule de gens qui s'intitulent Rose-Croix ou rosicruciens n'ont aucun lien entre eux, non plus qu'avec les anciennes organisations du même nom, et il en est exactement de même de ceux qui s'intitulent Templiers. Sans même tenir compte des grades maçonniques qui dans divers rites portent le titre de Rose-Croix ou quelque autre qui en est dérivé, nous pourrions donner, si ce n'était en dehors de notre sujet, une longue liste de sociétés plus ou moins secrètes qui n'ont guère de commun que cette même dénomination, accompagnée le plus souvent d'une ou de plusieurs épithètes distinctives.